ceci étant fait, donc nous sommes réunis ce matin pour un webinaire consacré à la question de l'avenir de la politique de l'Union européenne. Si j'ai quelques éléments un peu techniques à vous donner avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renommer pour qu'on puisse avoir votre nom et votre organisation en cliquant sur les trois petits points que vous avez à droite de votre nom. Si ça ne marche pas, eh bien tant pis, vous le mettrez euh, en avant de votre question. Information aussi, donc nous enregistrons ce webinaire, vous l'avez constaté. Il y a un support qui va vous être diffusé et qui vous sera relayé avec un certain nombre d'éléments aussi complémentaires dont on va vous parler. Comme nous sommes en format webinaire, il n'est pas possible de prendre la parole car il y a trop de participantes et de participants. Donc, on va prendre les questions au fil de l'eau. Sur cette session, vous avez la partie chat, mais vous avez une partie questions-réponses qu'on vous invite à utiliser plutôt de manière préférentielle pour qu'on puisse traiter au fil de l'eau les réponses, sachant qu'il va y avoir des temps où on va prendre un petit arrêt pour pouvoir prendre, euh, prendre vos différentes questions au fil du déroulé, mais n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le déroulé. On les traitera. Voilà. Donc, tout ça pour dire que il n'y aura pas de possibilité de prise de parole en direct, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions par le module questions-réponses. Si, il y a des dérapages et qu'il y a des questions dans le chat, on va essayer de gérer. Voilà. Pour vous donner quelques éléments introductifs et au préalable, euh, je vais vous dire qui est avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai mes deux collègues Mehdi Mabrouk et Jessica Leborn qui travaillent au mouvement associatif et qui ont grandement œuvré à l'organisation de ce webinaire et je les en remercie. Nous avons Caroline Piou, chef de mission d'appui au déploiement des programmes pour la DGEFP, qui nous fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Deux membres actifs de notre groupe de travail que je vais vous présenter ensuite, qui sont Isabelle de Caris, qui travaille à la Croix-Rouge française et qui est responsable du pôle engagement et projets européens. Éric Rossi, qui est responsable Europe, territoire et collectivité pour familles rurales. Et Stéphane Montouzé va nous rejoindre dans la suite de nos échanges vers 11h30 pour intervenir sur la dernière partie. Alors peut-être d'avancer plus loin, vous donner un peu le cadre de ce webinaire. Comme on a essayé de le dire dans nos communications, ce webinaire de ce matin est plutôt sur la dimension des enjeux sur la politique de cohésion. Moins sur les questions techniques, sur les questions de montage de projets mobilisant des fonds structurels. Je vais y revenir rapidement ensuite. On va avoir des actions sur ce sujet-là sur l'année 2025, mais aujourd'hui, l'enjeu est vraiment de faire à la fois un bilan à mi-parcours de la programmation du FSE+. Si on focalise sur le FSE+, c'est que c'est un fonds sur lequel on travaille de manière préférentielle. Mais aussi, ce qui nous semblait aussi important, c'est d'avoir des éléments sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui ont lieu et qui ont cours sur l'avenir de la politique de cohésion et notamment de son cadre financier. Et c'est dans ce cadre-là aussi enfin, vous le verrez sur la dernière partie de ce webinaire, qu'on vous appellera à partager avec nous les éléments d'analyse et éventuellement, si votre organisation le souhaite, à signer un appel à mobilisation. Peut-être brièvement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le mouvement associatif, on est une organisation qui comporte aujourd'hui environ 46 membres nationaux qui représentent tous les secteurs qui fondent le monde associatif, donc le secteur sportif, le secteur de la solidarité internationale, le sanitaire, social et médico-social. Donc on a des membres nationaux qui rayonnent sur l'ensemble du territoire et on a aussi 40, non, 14, pardon, 14 mouvements associatifs régionaux, donc
12 au niveau de l'Hexagone et un à La Réunion et nouvellement en Martinique. Et notre but, c'est de travailler sur les questions de vie associative de manière transversale, donc de promouvoir le fait associatif, de faire entendre la voix des associations dans le débat public et aussi tout un travail d'animation des dynamiques associatives sur un volet plutôt orienté sur les questions d'accompagnement. Dans ce cadre-là, pour venir sur le travail qu'on vous propose aujourd'hui, on a depuis longtemps un groupe de travail sur la question des financements européens avec des organisations qui mobilisent ces fonds et qui souhaitaient avoir un espace de partage et d'échange sur la question de la mobilisation de ces fonds. Et on a travaillé ensemble à essayer de dégager un certain nombre d'enjeux et d'analyses communs pour pouvoir entrer en dialogue, notamment avec la DGEFP sur ces sujets-là, dans l'objectif toujours de faciliter l'accès de ces fonds aux associations et en particulier à celles qui auraient la possibilité de mobiliser ces fonds compte tenu de leur secteur d'intervention, mais qui ont peut-être plus de difficultés compte tenu de leur taille et de leur organisation. Donc c'est un groupe qui est assez ancien, qui a peut-être une quinzaine d'années maintenant, et qui est composé notamment d'Éric Rossi et d'Isabelle de Caris, que je remercie pour leur participation. Je ne vais pas me lancer dans la citation de tous les membres du groupe parce que je vais en oublier, ça va être terrible. Mais en tout cas, il y en a une petite dizaine aujourd'hui qui sont très actifs. Donc ça, c'est un travail qu'on réalise depuis longtemps. Et depuis cette année, on va avoir un travail qui va se développer sur la question justement du montage de projets mobilisant du FSE+. Donc, on aura des sessions à venir sur le second semestre 2025 pour travailler plus techniquement sur ces sujets-là. Voilà. Si vous voulez suivre l'ensemble de ces actualités et celles du mouvement associatif de manière globale, il est tout à fait possible via notre site internet de vous inscrire à notre newsletter pour avoir ces éléments. Voilà, donc concrètement sur cette partie, je vais laisser la parole aux différents intervenants pour vous faire un retour sur le cadre de la stratégie de programmation 21-27 et des éléments de bilan avec Mehdi, Caroline Piau et Isabelle de Caris. On va aussi avoir une focale spécifique sur la question du chef de fila, qui est une nouveauté qui a été permise à partir du mois de mars, où Eric Rossi va pouvoir nous donner aussi des éclairages en lien avec Mehdi. Et ensuite, on basculera sur une seconde séquence sur les enjeux d'avenir, sur les enjeux de la politique de cohésion qu'on co-animera avec Jessica Leborgne, Stéphane Montouzé qui va nous rejoindre et moi-même. Voilà ce que je peux dire. Et s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Mehdi pour nous faire un petit rappel un peu global sur qu'est-ce que la programmation 21-27 pour qu'on puisse rentrer progressivement dans le sujet. Mehdi, à toi la parole. Me- Merci Marion. Donc la programmation 2021-2027, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la politique de cohésion de l'Union européenne. Donc en fait, cette politique de cohésion, elle est un peu partout en France sans qu'on puisse vraiment la voir. Elle permet par exemple d'installer la fibre en Bretagne ou de créer une crèche en Corse ou encore de former professionnellement des jeunes dans les Hauts-de-France. Et du coup, en finançant des projets dans des domaines aussi variés, cette politique de cohésion, elle cherche à réduire les écarts de développement des régions tout en créant des solidarités entre les territoires. Et c'est la principale politique d'investissement de l'Union européenne. Du coup, elle repose sur quatre principes qui sont importants et qui vont permettre de comprendre les enjeux aujourd'hui du post-2027. Donc d'abord, il y a un principe de concentration des aides. Ça veut dire que les aides européennes, elles doivent bénéficier en priorité aux régions en retard de développement et concourir à la réalisation d'objectifs précis. On a ensuite un principe de partenariat. Donc, c'est la Commission européenne, les États membres et les autorités locales qui vont se concerter à tous les stades de la procédure. On a aussi un principe d'additionnalité selon lequel l'action de l'Union européenne ne peut s'ajouter qu'aux programmes nationaux et locaux.
Et enfin, un principe de subsidiarité qui implique que les responsabilités soient exercées au niveau le plus proche des réalités. Donc on va placer le pouvoir de décision le plus près possible de l'action. C'est par exemple le cas sur le FEDER ou l'FSE où les régions en France vont par exemple être autorités de gestion. Et donc doté d'environ 379 milliards d'euros pour la période 2021-2027. La politique de cohésion représente un tiers du budget de l'Union européenne et la France, elle, en bénéficie environ 18 milliards. Pour la période 2021-2027, la politique de cohésion, elle s'articule autour de cinq priorités qui visent d'abord une Europe plus intelligente et plus compétitive. Ça, c'est grâce à l'innovation, à la numérisation, à la transformation économique et au soutien aux petites et moyennes entreprises. On vise ensuite une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui vise en fait à appliquer l'accord de Paris sur le climat de 2015. Et on va chercher à investir dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Ensuite, une Europe plus connectée, c'est-à-dire dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Enfin, une Europe plus sociale qui donnera une expression concrète à ce qu'on appelle le socle européen des droits sociaux et qui soutiendra des emplois de qualité, l'éducation, les compétences et l'inclusion sociale. Et pour finir, une Europe plus proche des citoyens avec des stratégies de développement pilotées au niveau local. Donc, on voit bien que là, il y a deux grands enjeux sur la programmation 2021-2027 qui sont l'environnement et le numérique qui représentent une grosse enveloppe chacun. Et du coup, pour répondre à ces objectifs politiques, l'Union européenne, elle s'appuie sur des instruments financiers que sont les fonds européens structurels et d'investissement. Et pour la période 2021-2027, c'est près de 18 milliards d'euros qui sont alloués à la France pour mettre en œuvre la politique de cohésion par le biais de trois fonds européens. Donc d'abord le Fonds européen de développement régional, avec la plus grosse enveloppe 9,1 milliards d'euros pour la France, qui finance des projets en faveur des transports, de la recherche du numérique ou encore de l'environnement. Ensuite, le Fonds social européen qui soutient des projets liés à l'emploi, la formation et l'inclusion sociale. Là, pour une enveloppe de 6,7 milliards pour la France. Et enfin, le Fonds pour une transition juste, qui est en fait le fonds, le FESI le plus récent, et avec une enveloppe d'1 milliard d'euros qui vise à accompagner les régions les plus dépendantes des énergies fossiles dans leur transition énergétique. Et du coup, pour aller plus loin, parce qu'on n'aura pas le temps de vraiment détailler chaque fonds, je vous invite à scanner ce QR code pour accéder à un guide qui a été réalisé par le mouvement associatif et son groupe de travail dédié au Fonds européen et qui vise à faire connaître bah, les grandes lignes des fonds structurels en général et plus particulièrement du FSE+. Donc, comme l'a dit Marion, la diapo vous sera envoyée après le webinaire, donc vous pourrez scanner et accéder à à ce guide et aussi à un premier webinaire plus détaillé sur la question. On ne vous entend pas, Marion. Voilà, j'ai fait l'erreur du micro. Le- L'erreur de débutante. Donc ça, c'était vraiment pour avoir un panorama un peu très très général et pour planter le décor, pour permettre à Caroline Piou de nous donner les éléments de révision de la programmation à mi-parcours, de voir un peu les orientations ont été prises puisque la programmation a démarré en 2021, donc nous sommes en 2025. Et, euh, et donc, il y a certains ajustements qui ont été nécessaires. Je vous laisse la parole, Caroline. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Caroline Piou, donc chef de la mission d'appui au déploiement des programmes à la DGEFP, donc au ministère du Travail. Nous sommes une équipe qui correspond à l'autorité de gestion du programme national FSE+. C'est un programme
pour contexte, qui a environ 4 milliards d'euros par rapport aux 6 milliards dont parlait tout à l'heure M. Mabrouk, 6 milliards 7. Le reste est géré par les conseils régionaux, d'une part, dans des programmes dont ils sont autorités de gestion, et une autre petite partie qui est gérée par la DGCS, Direction générale à la cohésion sociale, pour ce qui relève de l'aide alimentaire. Donc, peut-être pour faire un petit peu du contexte sur cette revue à mi-parcours et vous expliquer un petit peu dans quel cadre se situait cet exercice. Tu peux passer à la slide suivante. Il s'agit, merci, d'un exercice qui était obligatoire et qui est prévu dans les règlements européens. Je ne vais pas euh, vous embêter, on va dire, avec tous ces éléments réglementaires, mais il faut savoir que euh, la programmation 21-27 a véritablement démarré fin 2022. Le programme national a été adopté par la Commission européenne en octobre 2022. Et il est important de savoir que cet exercice de revue à mi-parcours a donc été un petit peu chamboulé par rapport à ce qui était prévu par les règlements parce qu'on avait un petit peu de retard au niveau européen, hein, pas uniquement le programme national, qui était lié à une adoption tardive des règlements européens en raison d'un contexte et d'une crise sanitaire et économique qu'on a connue suite à la Covid. Euh, donc, c'est un exercice obligatoire qui nécessitait qu'on prenne en compte plusieurs éléments pour faire le bilan en 2025 sur ce que nous avions financé, enfin prévu de financer en 2022, le programme sur lequel on travaillait depuis 2019, en fait, la programmation 21-27, on commence à évoquer le programme dès 2019, donc effectivement, certaines choses pouvaient être remises en question ou au contraire, on pouvait aller vers une continuité. Donc, on regarde ces éléments concernant notre programme à l'aune de deux autres éléments qui sont notamment les principes du socle européen des droits sociaux et la situation socio-économique de la France. Tout cela qui est condensé, on va dire, dans les recommandations pays que fait la Commission européenne à la France en 2024. Donc, nous devions soumettre les résultats de notre évaluation de notre programme à mi-parcours et proposer, le cas échéant, des modifications. Donc, si on peut passer à la slide suivante, petit point d'information sur ces éléments à l'aune desquels nous avons fait cette revue à mi-parcours. Euh, on est sur une situation socio-économique qui reste dans la continuité de ce que nous pouvions connaître en 2021-2022, avec un taux de chômage supérieur à la moyenne européenne en France, des difficultés sur le marché du travail qui étaient persistantes, notamment et de manière un peu plus prégnante dans certains territoires et pour certaines catégories de la population, et notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi avec une vulnérabilité plus importante, notamment des jeunes, des travailleurs des secteurs exposés aux mutations, des femmes, des personnes ayant un faible niveau de qualification. Et par ailleurs, un taux de pauvreté monétaire des régions outre-mer qui était particulièrement importante, mais qui reste également important par rapport à la moyenne européenne en France sur les régions de la métropole. Nous avions ensuite des recommandations qui étaient faites à la France, donc sur la slide suivante, et qui ont servi de référence à l'élaboration du programme. Et donc, on maintient ces références pour la revue à mi-parcours et on fait le bilan par rapport à ces recommandations. Je ne vais pas toutes les passer en revue, vous aurez le PowerPoint. Ensuite, donc, vous pourrez voir ces éléments, mais il faut savoir que ce sont des recommandations en faveur de l'insertion professionnelle et de l'inclusion sociale, en lien avec les enjeux de compétences. En France, nous avons un enjeu lié à la pénurie de travailleurs qualifiés, mais également à l'inadéquation, pardon, entre les compétences et les besoins en compétences des employeurs. Et nous avons également des enjeux liés à l'éducation
euh, et qui renvoie jusqu'aux conditions de travail des enseignants et la formation des enseignants, ce qui sont des thématiques que nous voyons dans le programme qui contient cette priorité. Au regard de ces enjeux et des enjeux de l'état d'avancement du programme dont je reviendrai après, nous avons merci, pardon. Nous avons considéré que les 7 priorités du programme national FSE restaient pertinentes dans leur ensemble. Donc, il n'y a pas eu de fermeture d'une priorité, on va dire, parce que je dis n'importe quoi, mais nous avons une priorité dédiée à l'emploi des jeunes. Admettons, le taux de chômage des jeunes aurait évolué et on aurait été presque au plein emploi pour les jeunes. On peut rêver. Euh, Notre priorité dédiée à l'emploi des jeunes aurait été moins pertinente et nous aurions pu revoir cela. Au regard de l'ensemble de la situation socio-économique et des recommandations pays, nous avons considéré que l'ensemble des priorités restait pertinentes et n'avons pas modifié de manière importante le programme. En revanche, nous avons inclus, dans ce qu'on appelle cette revue à mi-parcours, nous avons modifié le programme pour inclure une nouvelle priorité. Il faut savoir qu'il y a eu une modification des règlements européens qui permet d'atténuer les conséquences socio-économiques liées à des événements naturels, des catastrophes naturelles. Pardon. Et donc, nous avons décidé d'appliquer ce règlement pour le territoire de Mayotte uniquement. Nous avons fait ça en lien avec la préfecture de Mayotte qui nous a permis de réallouer certains crédits. Ce ne sont pas des crédits supplémentaires, c'est de la réallocation de crédits en application de ce règlement. Donc, nous avons maintenant un programme avec 8 priorités. Nous avons donc modifié le programme tout de même avec des ajustements de la ventilation financière entre les différentes priorités. Nous avons également adapté le cadre de performance du programme. J'y reviendrai tout à l'heure. Et nous avions, suite au retour de certaines parties prenantes, donc que ce soit du côté des porteurs de projets ou du côté des services gestionnaires, ajouter quelques petites actions par-ci, par-là, on va dire, dans le programme pour prendre en compte ces souhaits de pouvoir aller au-delà sur certains sujets de ce qui était initialement prévu. Euh, donc, concernant l'état d'avancement, je vous donne les informations qui ont eu lieu en mars 2025. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la revue à mi-parcours devait se faire en mars 2025. Donc, voici les éléments à l'époque. Nous étions sur un taux de programmation moyen de 35%, c'est-à-dire un taux de sélection des projets à hauteur de 35% et un taux de CSF moyen à hauteur de 5%. Le taux de CSF, c'est une fois que vous avez déclaré vos dépenses au service gestionnaire, qu'un contrôle a été fait et que les dépenses sont considérées comme acceptables et valides et que vous pouvez ensuite recevoir le paiement. Donc, on est à 5,7%. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est l'état d'avancement de l'ensemble des, euh, des priorités et des objectifs spécifiques. On est sur hop, euh, excusez-moi, pas de pop-up sur mon écran. On est sur plusieurs priorités et plusieurs objectifs spécifiques. Vous voyez ici donc la priorité 1 qui est plutôt relative à l'inclusion sociale et à l'insertion professionnelle. La priorité 2 à la lutte contre le décrochage scolaire et l'accès à l'emploi des jeunes. Oups, non, on peut revenir à la slide. Merci. La priorité 3 plutôt dédiée aux compétences. La priorité 4 à un marché du travail sain par ailleurs. La priorité 5 à l'aide matérielle, principalement, qui est une grosse nouveauté du programme 21-27 par rapport au programme 14-20. Une priorité 6 dédiée à l'innovation sociale et une priorité 7 dédiée aux territoires ultra-périphériques. On voit une mise en œuvre qui est assez hétérogène en fonction des différentes priorités et des différents OS, hein. Vous voyez que notamment la priorité 5, qui est très nouvelle pour le programme national,
met un petit peu plus de temps à démarrer et la priorité 6 dédiée à l'innovation sociale également. On est sur un constat qu'il faut mettre en lumière à la lumière du poids financier de ces priorités. Il faut savoir que la priorité 1 concentrait à l'époque en mars concentrait 1,7 milliard euh, d'euros, donc presque la moitié du programme national et la priorité 2 en concentrait également beaucoup. Si on passe à la suite, donc le cadre de performance. Il faut savoir que le cadre de performance, ce sont des indicateurs que nous devons atteindre. C'est dans le programme, c'est un accord entre nous et la Commission européenne, c'est un guide euh, pour que nous puissions évaluer la performance de nos actions. On a différents types d'indicateurs, des indicateurs de réalisation, par exemple le nombre de personnes accompagnées, des indicateurs de résultats, le nombre de personnes ayant trouvé un emploi au moment après l'accompagnement et des indicateurs de résultats à 6 mois, nombre de personnes étant en emploi 6 mois après leur accompagnement. Donc, on a beaucoup d'indicateurs. Je ne vais pas vous faire le défi de revenir dessus. Il faut savoir que donc là, on vous a indiqué les cas où nous avions atteint ces indicateurs. Il faut savoir on a peu atteint les indicateurs de manière générale. Ce qui était à prévoir, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau européen. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on avait un vrai retard au démarrage qui se retrouve également au niveau des indicateurs. Et donc, ce n'est pas, même si ça peut apparaître comme un échec, ce n'est pas tant que ça un échec, c'est juste un effet de chiffre lié au retard qui était tout à fait prévisible et vu au niveau européen par ailleurs. Au niveau de cette revue à mi-parcours, donc considérant tous ces éléments, comme je l'ai indiqué, nous avons prévu des modifications du programme et principalement une modification de la ventilation financière entre les priorités. Petit point de contexte et d'explication, la maquette financière du programme, donc ce que vous voyez ici, est construite par consolidation des différentes enveloppes des différents services gestionnaires et notamment des DRETS qui gèrent au quotidien une partie des crédits du programme national et des organismes intermédiaires que sont les départements et les plis et des organismes intermédiaires, pardon, du volet central également. Donc, c'est à un niveau national. On a l'Avise et France Travail. Donc, cette maquette-là, en fait, on a demandé à tous les services gestionnaires en début d'année quels étaient leurs souhaits de reventilation des crédits entre les différentes priorités et entre les différents objectifs spécifiques. Il faut savoir qu'on a des obligations de concentration financière et que nous devons mettre 60% des crédits, pardon, pas 60%, 25% des crédits au moins sur la priorité 1 et 15% au moins sur la priorité 2, ce que nous atteignons largement au niveau du programme national. Ici, vous voyez que nous avons eu du coup des modifications sur ces différentes priorités avec des rééquilibrages. Ces rééquilibrages étaient liés à des souhaits des différents services gestionnaires qui peuvent s'expliquer soit par un souhait de modification de stratégie d'utilisation du FSE+, c'est-à-dire que le FSE a des contraintes administratives que nous connaissons tous et il est vrai que certains avaient souhaité mettre en place des crédits sur notamment la priorité 1 et l'objectif spécifique L qui est lié à l'inclusion sociale et on s'est rendu compte que cela amenait beaucoup de difficultés dans le suivi notamment des participants et qu'il était peut-être que le FSE n'était peut-être pas le fonds le plus adapté pour ce type d'action.
Mais il faut savoir que ce sont des choix stratégiques sur l'utilisation du FSE+. Ça ne remet pas forcément en cause les choix politiques derrière. Et on voit par ailleurs derrière des choix de jeux de vase communicants, on va dire, entre les fonds nationaux ou en tout cas les fonds publics hors fonds européens et l'utilisation des fonds européens sur des sujets moins compliqués en termes de justification pour certains publics. Donc c'est ce qu'on retrouve et on voit également du coup une petite augmentation de la priorité 1 et de la priorité 2. On retrouve en revanche une baisse de la priorité 3 aux compétences et une petite baisse sur les autres priorités. Et on voit la création de la priorité 8. Il faut savoir que, étant donné qu'on a eu de la réallocation de moyens pour Mayotte vers la priorité 8, évidemment, toutes les baisses des autres priorités ou hausses sont impactées par ce souhait d'avoir 22 millions sur cette priorité 8. Ensuite, nous avons modifié le cadre de performance. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les résultats liés à l'atteinte ou non de ces indicateurs. Il faut savoir que nous travaillons sur des coûts moyens par participant et que nous avons donc également revu les cibles à atteindre en 2029 à l'aune de l'évolution de la maquette d'un point de vue financier, mais également de l'évolution des coûts moyens participants, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre nos calculs évoqués qui calculaient le coût moyen d'accompagnement en 2021 et la réalité sur ce qui était financé actuellement, on a eu une augmentation des coûts moyens, ce qui s'explique hein, par notamment l'inflation. Et il était important de pouvoir prendre en compte cela pour faire évoluer les coûts moyens et s'assurer que les cibles 2029 étaient les plus proches de ce que nous pouvons viser. Donc, pour conclure, d'un point de vue mise en œuvre, il faut savoir qu'on est sur une évolution assez importante depuis mars dernier. Nous sommes actuellement à un taux de programmation à hauteur de 50%. Nous avons un taux de contrôle de service fait à hauteur de 10%. Et il convient de noter, donc, on a beaucoup de dossiers en cours d'instruction. Donc, c'est une fois que la demande de subvention est déposée en réponse à un appel à projet, les services gestionnaires instruisent les demandes et échangent avec les porteurs de projets, sélectionnent ensuite les projets qui répondent le mieux aux objectifs de chaque appel à projet. Il faut savoir qu'on a actuellement beaucoup de dossiers en cours d'instruction et qu'on imagine on prévoit un taux de programmation à hauteur de 70% d'ici la fin de l'année. Il faut savoir par ailleurs que donc, les modifications que j'ai évoquées ont été acceptées par la Commission européenne fin mai, le 29 mai, et que des nouveaux appels à projets vont donc pouvoir être lancés, prenant en compte ces nouvelles modifications. La majorité des appels à projets à venir vont très probablement, je ne peux pas parler pour tous les services gestionnaires, mais vont très probablement permettre le financement d'actions jusqu'à la fin de la programmation actuelle. Donc, ça veut dire fin 2027 ou fin 2028. C'est un choix ensuite des différents services gestionnaires. Voilà, j'espère ne pas vous avoir donné trop de complications dans cette complexité dans cette présentation, mais je vous laisserai revenir vers moi si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours un petit défi hein, en quelques minutes, donc merci pour ça. Au niveau du groupe de travail, on est partie prenante du comité national de suivi, et donc on a euh, des éléments d'analyse et d'observation sur euh, le bilan qu'on peut faire et l'analyse de ces changements. On en a retenu quelques-uns. Donc, Isabelle de Caris va nous donner quelques éclairages et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura un petit temps, un petit focal sur le chef de fila. Peut-être que
Je vais me permettre de prendre une petite liberté parce qu'il y a quelques questions qui sont venues. Donc, je vais laisser Isabelle présenter les éléments d'analyse et on va prendre un petit temps de questions-réponses avant de basculer sur la question du consortium. Merci Isabelle. Marion. Oui, du coup, je vais essayer d'aller rapidement, même si on a eu beaucoup d'informations complexes à analyser. Donc, vous dire, donc moi, je suis en charge des financements européens à la Croix-Rouge française et au sein du groupe de travail, on est plusieurs représentants, donc mouvement associatif Croix-Rouge française, au sein du comité national de suivi du programme national FSE+. Donc, en fait, c'est une programmation qu'on suit de près, à la fois dans l'élaboration de cette programmation. On a été assez actifs hein, sur des contributions qu'on a faites en amont et sur le suivi. Et nous, on est aussi membre, Eric également, de l'INCOPAP, donc c'est l'instance nationale de concertation sur la cohérence de la mise en œuvre des fonds structurels au niveau national, donc aussi avec les programmes déployés par les régions. Donc on essaye aussi de comprendre comment ça s'articule et comment sur les autres programmes, on garantit que cette politique de cohésion est aussi suivi et favorable aux acteurs de la société civile que nous sommes. Peut-être vous dire que là, nous, ce qu'on a retenu en tout cas comme élément saillant, mais on en avait déjà parlé avec Madame Pugh, euh, à notre sens, enfin, nous, on attendait beaucoup du fameux plus, du FSE+. Donc, pour remettre dans le contexte, on a un nouveau programme FSE+, depuis 2021, qui correspond à une fusion de différents programmes préexistants. Donc, le FSE, euh, l'initiative pour l'emploi des jeunes, donc qui va correspondre pas mal à la priorité 2, et le programme dont on a parlé Madame Pugh, piloté par la DGCS sur l'aide alimentaire, entre autres. Et donc, sur ce FSE+, il a aussi eu pour orientation de dédier normalement 25% de l'enveloppe à des actions décorrélées de l'accès à l'emploi. Donc ça, c'est le Parlement européen qui l'a adopté, ce qui a créé des nouveaux objectifs spécifiques, notamment l'objectif spécifique L, donc sur la lutte contre la pauvreté dans notre programme. Et nous, ce qu'on constate là, c'est sur l'évaluation à mi-parcours, qu'il y a un recentrage en réalité de ces objectifs et de la ventilation financière sur les actions un peu historiques du FSE. Et ça se comprend parce que les autorités de gestion, les organismes intermédiaires sont un petit peu habitués à déployer ces actions avec des acteurs déjà présents. Et il n'a pas forcément été facile pour eux de mettre en place hein, ces nouveaux objectifs spécifiques. Donc, du coup, on regrette un peu qu'il y ait une réduction de l'enveloppe de cet objectif spécifique, elle, qui était déjà pas très élevée. Là, on voyait des pourcentages, mais on voyait pas forcément les montants. Enfin, si, dans le tableau, on voyait les montants, mais c'est peut-être un peu petit. Donc là, ce que vous a dit Madame Pugh, c'est qu'il y a maintenant 1,8 milliard d'euros dédiés à l'objectif spécifique H. Donc, c'est énorme par rapport à l'enveloppe globale. C'est quasiment un tiers. Mais en revanche, l'OSL a été réduit de 33%. Donc, c'est aussi une difficulté pour les organisations qui pouvaient euh, arriver sur le FSE, commencer à mener des actions de lutte contre la pauvreté sur ces nouvelles opportunités qui ne seront plus au rendez-vous sur la deuxième partie de la programmation. Et donc, on l'a vu, des transferts de crédits vers l'OSH. Sur la priorité 2, qui est aussi une grande priorité du programme, on a parlé euh, du taux de décrochage scolaire, de difficultés d'insertion des jeunes de formation. Donc cette priorité est à peu près maintenue. Donc là aussi, c'est quelque chose que les autorités de gestion savent faire. Et peut-être pour passer aux autres thématiques, slide suivante. Nous, on se félicitait aussi de la création de cette nouvelle priorité 5, hein, donc cet objectif spécifique dédié à l'aide alimentaire et matérielle. Donc aide alimentaire uniquement en complément du programme d'aide alimentaire en Outre-mer, puisque cet autre programme est géré par la DGCS, et aide matérielle sur le territoire hexagonal. Comme on le voit, c'est assez difficile la mise en œuvre de cet objectif spécifique avec certains territoires qui ont remonté l'enveloppe au niveau national. Donc,
voilà, on a déjà eu un appel à projet national sur le sujet de la précarité infantile. Mais voilà, nous, on regrette que sur le terrain, on ait un peu de mal à lancer certains appels à projets. Et du coup, bah, nous, en Outre-mer, pour prendre l'exemple de la Croix-Rouge française, on attend toujours certains appels à projets alors qu'on est en 2025. Une autre priorité qui, je pense, est intéressante pour les participants à ce webinaire, c'était la priorité 6, donc, qui est dédiée à l'innovation sociale et à l'essaimage de dispositifs innovants. Cette priorité, elle a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Je pense on s'est exprimé aussi en comité de suivi collectivement, puisqu'on attendait aussi une fenêtre pour pouvoir tester des dispositifs sur l'UFSE+, de nouveaux opérateurs qui pouvaient voilà, avoir une première expérience sur du FSE. Donc cette priorité, elle était, je crois, de 164 millions d'euros sur l'enveloppe, donc pas énorme, mais avec un taux de cofinancement à 95%, donc très intéressant aussi pour des organisations qui auront parfois des difficultés à apporter des cofinancements importants. Mais alors, cette priorité a été rattachée à l'OSH, dont on parlait précédemment, donc sur l'accès à l'emploi, ce qui limite aussi le type d'innovation qu'on peut proposer. Et on constate aujourd'hui des disparités territoriales importantes sur l'interprétation qui peut être faite de ce qui est l'innovation sociale, sur les attentes des préfectures régionales sur ce qui est l'innovation sociale, et avec des enveloppes aussi très disparates. Certains territoires aussi, je pense, ont remonté cette enveloppe au national, si je ne me trompe pas. Et un retard important, vous l'avez dit, seulement 2% de l'enveloppe a été programmée, avec une conséquence, c'est la baisse de la dotation globale et une affectation à des projets nationaux préidentifiés sur des très grosses enveloppes, donc qui ont réduit quasiment de moitié l'enveloppe qui peut être déployée sur des opérateurs associatifs comme nous. Ensuite, nous, on se félicite de l'ajout de la priorité 8 et du coup de l'intégration dans le programme national du règlement Restore, hein, donc dédié à répondre aux conséquences socio-économiques des catastrophes naturelles pour le programme national en tout cas. Mais on peut s'étonner du fait que ce n'ait pas été intégré sur la Réunion, qui a été touchée par le cyclone Garance. Il me semble que c'est aussi un choix de la préfecture du territoire. Voilà. On est plusieurs acteurs à avoir répondu à cette crise et à avoir attendu la possibilité d'ouvrir des crédits sur cette enveloppe. Mais malheureusement, c'est uniquement le volet régional qui s'en est saisi. Donc voilà, on peut se dire que cette évolution de la programmation nous permettra sûrement sur la deuxième partie de cette programmation de porter des projets dans les territoires, mais qui seront peut-être moins ouverts que ce qu'on aurait pu attendre sur le lancement du programme en 2021. Merci beaucoup Isabelle. Et avant peut-être de passer à la partie avancée, donc la possibilité qui est ouverte depuis mars dernier de mettre en place des projets en consortium avec sur la base d'un chef de filage qui pour nous est, enfin, Mehdi et Eric le rediront plus en détail, mais qui permet à une autre typologie d'association de pouvoir mobiliser des fonds européens dans le cadre de projets plus collectifs. Il y a deux, trois petites remarques de la part des participantes et des participants. Il y a une première question qui était par rapport à votre tableau, Caroline, sur la revue à mi-parcours, sur la question du coût moyen par priorité. Alors, est-ce qu'il existe des éléments qu'on pourrait transmettre sur la question du coût moyen des opérations par priorité, si je comprends bien la question qui est donnée et qu'on puisse le transmettre. Voilà. La question est juste, est-ce que ça existe et est-ce que ça peut être transmis ou pas? Voilà. Alors, nous ne suivons pas cette donnée, notamment parce qu'il y a une diversité trop importante D'accord. dans des opérations. Certaines sont annuelles, d'autres sont pluriannuelles. Certaines vont accompagner beaucoup de participants, d'autres non. Donc, pour nous, ce n'est pas
n'est pas une donnée pertinente à suivre. Très bien. Il y a deux paquets de questions sur le fait, vous avez indiqué qu'il y a eu du retard, mais tout le monde l'a constaté sur la programmation. C'est vrai qu'on était dans une situation un peu inédite aussi, Particulière. même si ça arrive fréquemment que les programmations prennent un peu de retard. Là, c'était plus exacerbé. Donc, en fait, les uns et les autres se demandent sur ce qui va se passer en 2028. En réalité, si, est-ce que ça va être une année blanche? Est-ce qu'on va basculer vraiment sur une nouvelle programmation? Enfin, comment cette phase un peu intermédiaire et de transition va se faire? Et si tous les fonds ne sont pas utilisés avant 2027, est-ce que la France va perdre l'argent? Voilà. Alors, peut-être pour préciser sur les calendriers, on va dire des programmations. Donc, la programmation 21-27 permet une réalisation d'actions jusqu'à fin 2028 et nous pouvons déclarer les dépenses à la Commission européenne jusqu'en fin 2029. Donc, quand on parle de 21-27, en fait, on va jusqu'en 2029. Les règlements européens sont ce qu'ils sont. Euh, et donc, d'une part, certes, on voit un retard dans la programmation, mais comme j'indiquais tout à l'heure, on voit aussi que d'ici la fin d'année, on sera à 70% de l'enveloppe qui sera programmée. Et on voit aussi qu'a priori, on n'aura pas de difficultés de financement, donc on ne perdra pas de crédit au niveau du programme national. Mais effectivement, si nous n'arrivions pas, ce que je ne pense pas qui arrivera, mais si nous n'arrivions pas à utiliser la totalité des crédits jusqu'à fin 2029, alors nous perdrions ces crédits pour la France. Euh, et ensuite, savoir si l'année 2028 sera une année blanche ou autre, etc. Là, il est un petit peu trop tôt pour l'évoquer. Nous sommes dans cette ambition d'utiliser la totalité des fonds européens. En fonction des territoires, on va avoir des, des crédits qui seront utilisés jusqu'au fin 2027 et certains où le retard est un petit peu plus important iront jusqu'à fin 2028, mais je ne pense pas qu'il y aura d'année blanche a priori. Merci beaucoup. Il y a une dernière interrogation qui est un peu plus large. Je ne suis pas certaine qu'on puisse y répondre de manière exhaustive, qui est sur, au regard de ces évolutions, une analyse un peu de l'impact que ça peut avoir pour des associations qui auraient souhaité émarger sur des fonds FSE+. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour elles? Peut-être qu'Isabelle peut répondre. Je peux lire la question de manière exhaustive si ça t'aide à répondre ou tu l'as peut-être Non, mais, sous les ouais, yeux. je l'ai vu. Mm. Et moi, j'avais aussi une réflexion en réponse à, je pense, ce qui a motivé la reprogrammation de certains objectifs, puisque Madame Piou disait que c'était aussi parfois que des politiques publiques où l'État ou les collectivités compensaient ou étaient plus favorables à ces actions. Là, je pense qu'on peut vous dire que ça n'est pas le cas. En tout cas, sur les sujets de lutte contre la pauvreté ou d'inclusion sociale, aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte favorable, puisque ce sont des financements qui généralement arrivent des collectivités et que les collectivités sont dans une situation nous soutenir. Donc en fait, on a enfin, c'était plutôt un espoir de pouvoir mobiliser du FSE+. D'ailleurs, on nous pousse parfois, les départements nous orientent sur du FSE+, parce que ils se retrouvent en situation compliquée pour continuer à financer nos actions. Là, on risque d'être en double difficulté, puisqu'on n'a plus les financements traditionnels et que certaines enveloppes du FSE soit sont trop compliquées à obtenir, soit disparaissent. Donc, voilà. La question concernait aussi des engagements qui auraient pu être pris. Euh, vous m'entendez? Oui, Moi aussi, j'ai des oui, tu es pop-up. figé un peu, mais on t'entend. Très bien. Enfin, le son passe bien. Donc voilà, la question concernait des engagements qui auraient pu être pris auprès d'associations au début de la programmation et comment elles pouvaient s'en sortir. Donc ça s'adresse plus à la DGF. Alors, je pense que
Déjà, je vais distinguer le fait enfin, en fonction de ce qu'on entend par engagement. Il faut savoir que s'il y a eu un engagement de type convention, qui a effectivement eu la sélection du projet, cet engagement sera maintenu et la convention reste en vigueur. De ce point de vue-là, les différents mouvements financiers prennent en compte ces engagements précédents. En revanche, si on parle d'engagement à, à l'oral et de financement qui pourrait être prévu. Là, je n'ai pas la teneur des différents engagements qui ont pu être pris par les différents services gestionnaires et notamment les collectivités. Donc, je ne peux pas répondre à la question de ce point de vue-là parce que je n'ai pas suffisamment d'informations sur quel type d'engagement il est possible. Merci beaucoup. En complément de réponse là-dessus, enfin c'est plutôt de l'ordre de la solution que de l'analyse. On vous enverra, on vous transmettra en appui et en ressources de ce webinaire un agenda des contacts des Mm. services déconcentrés. Le but étant, puisque les réalités territoriales sont différentes, de pouvoir donner une porte d'entrée pour voir comment ces orientations sont appliquées au niveau territorial. Sur la question de l'accompagnement, je pense que quand des organisations sont membres ou parties prenantes de réseaux qui traitent de cette question du FSE+, c'est intéressant de se rapprocher d'elles. Je pense que les services des DRETS et des DETS aussi au niveau territorial sont en capacité de répondre à un certain nombre de questions, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un peu complexe d'avoir une réponse nationale et c'est pour ça qu'on invite plutôt à avoir des points de contact au niveau territorial pour voir comment les choses se déploient. Alors, dans ces éléments et pour finir sur ces éléments de bilan de la programmation, on a quand même une bonne nouvelle sur la question de la mise en place du consortium qui pour nous a été quelque chose qu'on a beaucoup porté pendant longtemps. Je parle sous le contrôle d'Éric Rossi aussi qui est partie prenante du groupe de travail depuis pas mal de temps. Donc le but de ce temps, c'était de s'arrêter sur cette possibilité offerte qui peut être euh, un élément à saisir utile pour pouvoir mobiliser de manière plus large les fonds, le FSE+, au niveau des associations. Je laisse la parole à Mehdi. Merci Marion. Du coup, le chef de fila est... Attends. Ah, Marie, faut couper le micro. Je t'ai coupé le micro? Non, il faut que tu coupes ton micro. Pardon. Merci. Du coup, le chef de fila, c'est une possibilité qui est ouverte sur le FSE plus État, comme l'a dit Marion, depuis mars, car ça l'a été déjà avant au niveau des programmes régionaux. Mais si c'est une possibilité qui est ouverte depuis mars, en réalité, les opérations euh, en consortium peuvent commencer à partir du 1er janvier 2025, car dans le FSE, une opération peut être financée si elle est déjà commencée mais pas encore terminée. Il y a une part de rétroactivité qui est acceptée. Donc, qu'est-ce qu'une opération chef de fila? C'est une opération qui est co-réalisée par plusieurs personnes morales, donc plusieurs associations ou une association et des collectivités territoriales ou des entreprises, avec un chef de file et d'autres partenaires qui ont des intérêts communs à sa réalisation et qui contribuent chacun pour partie. Ça, cette définition, elle est donnée par le décret qui fixe les règles nationales d'éligibilité des opérations financées par des fonds européens. Du coup, cette collaboration, elle est régie par une convention de partenariat qui va déterminer les conditions de réalisation et de suivi de l'opération cofinancée. Donc, cette convention de partenariat, c'est vraiment un élément important euh, de l'opération collaborative. Du coup, cette convention, elle va déterminer notamment le porteur de projet qui sera chef de file et qui va représenter l'ensemble des membres du consortium auprès du service gestionnaire. Donc, soit l'ADRETS ou les OI comme les départements. Et du coup, en fait, ce qui est important là, c'est que c'est le chef de file qui va être le seul point de contact du service gestionnaire. Donc,
les partenaires du chef de file, eux, ne seront jamais en contact ou très peu avec le gestionnaire. Donc la convention de partenariat elle va aussi enfin définir le plan de financement de l'opération au global, c'est-à-dire on va avoir un plan de financement de toute l'opération, mais aussi pour chaque partenaire. Et enfin, elle va déterminer les conditions de reversement des crédits FSE. Euh, En effet, c'est le chef de file qui va recevoir la subvention et qui va ensuite la redistribuer à chaque partenaire. Donc, vous l'avez bien compris, le chef de file, c'est le seul représentant du consortium. Il va assumer l'entière responsabilité de la gestion administrative et financière. C'est-à-dire que vu qu'il reçoit la subvention FSE, il va du coup être aussi celui qui va entre guillemets, payer les pots cassés, même si justement c'est très important d'avoir une convention qui détermine toutes les règles, parce que la convention, elle va pouvoir définir la manière dont les corrections financières vont être imputées aux partenaires. Et c'est aussi le chef de file qui va réaliser l'ensemble des démarches sur ma démarche FSE. Donc, il va déposer le dossier de demande de subvention sur la plateforme. Il va transmettre le bilan qualitatif et financier au service gestionnaire pour contrôle de service fait. Et c'est lui aussi qui va être responsable de l'archivage dans un lieu unique de l'ensemble des pièces relatives au dossier. Eux, les partenaires, ils s'engagent évidemment à la réalisation du projet. Donc, ils doivent mettre en œuvre les actions prévues dans la convention de partenariat. Ils doivent collecter et conserver les pièces justificatives pour ensuite les transmettre au chef de file. En fait, les partenaires, ils s'engagent à fournir sur simple demande du chef de file ou du service gestionnaire tous les éléments financiers, administratifs et comptables relatifs à l'opération. Et ils doivent évidemment tenir une comptabilité qui permet de retracer toutes les dépenses et les ressources affectées au projet FSE. Du coup, on a fait un petit travail au mouvement associatif de réflexion sur le chef de file. Donc, moi, j'ai pu interroger plusieurs membres de notre groupe de travail, donc les familles rurales, la Croix-Rouge, mais aussi la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui ont pu déjà être sur des opérations consortium, soit sur le FSE région, soit sur d'autres fonds européens. Et du coup, bah, on est ressorti plusieurs pistes de réflexion et d'opportunités. Donc, d'abord, pourquoi rejoindre un consortium? Le consortium, ça permet d'avoir un premier accès au FSE+, pour des petites et moyennes associations qui n'auraient pas pu bénéficier de fonds européens si elles s'étaient mobilisées seules. En conséquence, ça leur permet aussi de découvrir le fonctionnement du FSE+. En effet, participer à un consortium, c'est l'occasion d'apprendre en faisant. Du coup, ça va vous permettre de découvrir les règles des fonds européens, tout en étant accompagné euh, par le chef de file pour devenir progressivement plus autonome. Et ça permet aussi de faire évoluer en outre ces relations avec des prestataires avec lesquels vous travaillez déjà et qui peuvent du coup, dans le cadre d'un consortium, euh, devenir partenaire du projet et participer à sa gouvernance. Il y a deux logiques pour monter un consortium. D'abord, une logique de mutualisation. En fait, un consortium, il va permettre de rassembler des compétences, des moyens humains ou matériels. Donc, chaque partenaire va apporter sa contribution pour construire un projet collectif plus solide et plus ambitieux. Il y a une deuxième logique qui est celle de l'innovation, où en fait le consortium, il va offrir un cadre pour mener des projets expérimentaux ou multisites. Donc, il y a plusieurs bonnes pratiques pour réussir un projet en consortium. Il faut d'abord s'appuyer sur des partenaires déjà en lien ou identifiés. Donc en fait, une bonne connaissance de ces partenaires facilite naturellement la mise en place du projet et renforce
la confiance entre tous les acteurs. Il faut aussi choisir un chef de file qui connaît déjà le FSE. En effet, il est déjà important que la structure porteuse du projet ait une première expérience avec le FSE+, afin qu'on ait une bonne gestion du projet et conforme aux attentes de l'autorité de gestion. Il faut être, comme dans tous les fonds européens, préparé aux réalités financières du FSE, car les délais de versement, ils peuvent être plutôt longs. Donc, il faut avoir une trésorerie assez solide. Et enfin, il faut définir les règles de gouvernance dès le démarrage. Ça, c'est très important. Il est essentiel de clarifier au lancement du projet les rôles et les responsabilités de chacun, ainsi que les modalités de prise de décision, notamment à travers des comités de pilotage. Mais ça, je vais laisser mon collègue Eric Rossi vous en parler parce qu'il a du coup une bonne expérience des opérations en consortium et il va vous expliquer comment il a pu mener à bien ses projets. Merci Mehdi. Donc, je me présente donc Eric Rossi. Donc, je travaille à la Fédération nationale Femmes Rurales, donc le siège du réseau associatif Famille Rurale, qui est donc constitué de à peu près 1900 associations locales qui gèrent des services en milieu rural, des services à la population, voilà, et qui a aussi un rôle de porte-parole des familles et du milieu rural. Donc, moi, je vous propose un retour, un peu un partage d'expérience. Voilà, moi, je suis les programmations depuis la fin des années 90, donc depuis assez longtemps. Ce qui apparaît comme une nouveauté pour le FSE n'en est pas vraiment une. Ça existe aussi les logiques de partenariat, donc sur d'autres politiques sectorielles, d'autres programmes thématiques de l'Union européenne, et ça existait sur d'autres programmations aussi concernant le FSE côté État. Donc, notamment sur les programmations 2000-2006, 2007-2013, on appelait ce qu'on avait un partenariat de développement. Voilà. C'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai pu conduire notamment des projets avec des consortiums assez importants. Donc, une tête de réseau national qui porte un projet plutôt donc de dimension nationale et qui se déploie dans un certain nombre de départements et de régions. J'ai aussi une expérience, donc on l'a dit tout à l'heure, Marion, dans son introduction, évoquait l'ensemble des fonds européens. On a parlé de la politique de cohésion, mais il y a aussi moi j'ai une expérience sur le pilier développement rural de la politique agricole commune qui est financé par le FEADER, le Fonds européen agricole de développement rural, qui a permis, lors de la dernière programmation 2014-2020 de porter des consortiums. Voilà. Et dans ce cadre-là, la Fédération nationale a porté un consortium avec une quinzaine d'acteurs. Alors, je reviens quand même sur un peu une mise en perspective historique. Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à, bien sûr, accueillir avec grande satisfaction la possibilité de ce montage juridique dans le cadre du programme national FSE? C'est en fin de compte, historiquement, il y avait un accès permis aux petites associations. Ça s'appelait avant les micro-projets associatifs. Et puis progressivement, le FSE, tenant compte je dirais, de la charge administrative par rapport au projet, c'est-à-dire la nécessité de faire du suivi, du reporting, a commencé à établir des montants planchers, des tailles de projet et des montants planchers en termes de subventions qui ont progressivement écarté un certain nombre d'acteurs associatifs de cette possibilité d'accès au financement européen. Donc nous, par rapport à ça, on a été pendant des années en dialogue, en concertation avec la DGEFP pour essayer d'expliquer que la possibilité de monter des consortiums, c'est-à-dire de faire porter par un chef de file un projet plus grand, permettrait à des associations qui ne pourraient pas accéder à du FSE d'en bénéficier. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même deux catégories. Mehdi le disait et je reviens dessus. Il va y avoir, dans le cadre je dirais, d'une construction en consortium, deux catégories, c'est-à-dire des associations, des petites
associations qui n'auront pas les moyens et n'accéderont jamais à du FSE. Donc, le fait d'être en consortium, d'être partenaire d'un consortium vont leur permettre d'accéder. Et l'autre côté, moi, qui me paraît intéressant, c'est de permettre de découvrir l'environnement du FSE, un côté d'apprentissage, de formation, de développement des compétences pour qu'après, des acteurs s'autonomisent et soient en capacité d'aller chercher eux-mêmes du FSE. Et ça, c'est un point hyper important. Et nous, dans notre réseau, on a un peu fonctionné comme ça. La Fédération nationale a intégré à chaque fois des structures, soit des associations locales, soit des fédérations départementales ou régionales. Et certaines se sont autonomisées, c'est-à-dire elles ont découvert cet environnement du FSE, des fonds européens plus largement, et ont pu après, soit du côté de l'État, soit du côté des régions, accéder à des financements. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur la programmation en cours, on a assez peu de recul. Notamment puisque la possibilité juridique date seulement du printemps. Donc, moi, j'accompagne en ce moment un projet, notamment sur la priorité 6 qui a été évoqué par Isabelle de la Croix-Rouge tout à l'heure. Nous, il y avait un enjeu important, la priorité 6 qui est autour de l'innovation sociale, soit expérimentation, soit essaimage, de pouvoir être, alors c'est vrai, dans des logiques toujours d'employabilité, mais de pouvoir travailler en expérimentation, notamment avec plusieurs sites. Et moi, j'accompagne en ce moment un projet, donc il y a un appel à projet en cours de la DRETS Nouvelle-Aquitaine sur la priorité 6. Et il y a un consortium, on a conçu, on est en train de monter un consortium de 7 acteurs qui vont travailler sur la levée des freins pour permettre de remobiliser des gens vers l'emploi. Voilà. Et on va utiliser les tiers-lieux qui sont des outils, je dirais, de proximité pour accompagner ces personnes dans cette démarche-là. Donc là, c'est vraiment une logique de consortium. Alors, la logique de consortium, elle peut être avec deux options de montage, je dirais, soit le chef de file il a une idée de son projet et il cherche à s'entourer, associer des partenaires pour pouvoir, je dirais, renforcer. Il y a une logique, Mehdi disait, mutualisation, pouvoir aller capter des compétences. Donc là, fonctionnement vraiment en mode projet. Soit après, on est vraiment dans une dynamique de coopération, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe d'acteurs qui vont se regrouper pour porter un projet. Et dans un second temps, là, ça sera plutôt l'inverse, dans un second temps, ils vont chercher à désigner un chef de file. Donc, c'est vrai que les configurations sont possibles et tout dépend un peu de la nature du projet. Alors, important quand même de vous faire un retour sur la taille et la composition des consortiums. Faut rester dans une taille raisonnable. C'est-à-dire que moi, pour moi, enfin, au vu des expériences notamment en particulier sur des consortiums financés par du FSE, on pourrait se situer entre 5 et grand maxi 10 acteurs. Voilà, 7, 8 acteurs, ça me paraît une taille raisonnable. Encore faut-il être sur une durée de projet suffisante, c'est-à-dire que selon les appels à projets, on se situe entre 12 et 36 mois d'action. Il faut intégrer quand on est dans une logique de consortium, font intégrer une phase un peu d'interconnaissance entre les acteurs, les membres du consortium. Donc, si on est dans une logique de consortium, de dépôt en consortium, faut plutôt aller sur des durées longues de projet. Voilà, 24 à 36 mois. Parce qu'un projet qui serait en consortium sur une durée trop courte, 12 ou 18 mois, vous aurez à la fois à gérer le projet, le mettre en œuvre, et à gérer un consortium qui se construit et qui peut se construire chemin faisant. Donc, éviter, je dirais, cet écueil-là de double difficulté. Sur la nature la composition du consortium, Mehdi l'évoquait. Ce qui peut être intéressant, c'est alors soit on peut se situer comme tête de réseau associatif au niveau national ou régional. Vous pouvez avoir une dynamique régionale, un appel à projet régional par une DRETS. Et donc là, vous êtes sur un projet porté par une tête de réseau régional. Vous pouvez à la fois avoir des membres du réseau associatif et des nouveaux partenaires qui vont enrichir avec une dimension un peu innovante de partenariat innovant. Donc ça peut être intéressant.
Par rapport au consortium, aussi peut-être de définir des cercles différents sur la nature et d'avoir le consortium, il laisse une possibilité je dirais, de partenariat géométrie variable, c'est-à-dire tout ça, ça sera à définir dans l'accord de partenariat qui est à fournir, alors soit en cours d'instruction, soit à l'issue de l'instruction quand la convention va être signée. Mais vous pouvez tout à fait imaginer des modalités de participation, d'implication à géométrie variable qui seront définies donc dans l'accord. Voilà. Ça veut dire que chaque partenaire n'aura pas forcément le même niveau d'implication et ça peut être justement une différence entre des partenaires qui sont membres du réseau associatif et des partenaires qui sont en dehors du réseau associatif. Alors par rapport au chef de file, c'est quand même important, mais dit le rappelait, le chef de file, faut qu'il soit quand même expérimenté, qu'il soit relativement aguerri par rapport, puisque ça va être lui qui va être garant du projet et garant de l'application des règles du FSE. Donc par rapport à ça, ça paraît incontournable que le chef de file, il soit déjà expérimenté, qu'il ait déjà conduit des opérations de FSE, je dirais, en son nom propre, des actions, alors sans être après sur des projets en consortium ou des projets complexes, mais au moins des opérations, je dirais, ce que je qualifierais d'un peu simple avant de se lancer dans une opération en consortium. Alors, peut-être dernier point en termes de gouvernance. La gouvernance, elle peut être en fonction de la logique du projet, plus ou moins coopérative. C'est vrai que souvent, le chef de file, parce que c'est lui qui porte et qui porte la responsabilité du projet, c'est lui, en dernier ressort, qui a, il faut pas se le cacher, un pouvoir de décision par rapport à l'ensemble des actions du projet. Mais on peut tout à fait imaginer une gouvernance plus partagée avec des rôles et je dirais un équilibre plus important entre le chef de file et les principaux acteurs du consortium. Voilà. Merci. Euh, Eric, voilà. ouais, je suis désolée, bon, il faut qu'on reprenne de l'avance sur notre retard. C'est ça le jeu Voilà. quand on arrive à mi-parcours. Merci beaucoup pour ça, sachant que en fait c'est un premier tour de piste qu'on fait par rapport aux éléments qui ont pu être donnés en termes de documentation par la DGEFP au mois de mars. Et les éléments d'éclairage qu'on peut faire au regard de notre expérience sur les consortiums. Donc, on va vous transmettre une note d'analyse qu'on a réalisée, qui bien sûr est une note qui a vocation à évoluer, puisque aujourd'hui, depuis mars, il n'y a pas beaucoup de projets en consortium qui ont été mis en place, euh, qui intégreront aussi les deux questions qui ont été, enfin, on peut y répondre vraiment brièvement pour essayer d'avancer sur la première question, c'est si un membre est défaillant, et est-ce que enfin, quel impact ça a sur les autres partenaires? Et si ce membre est défaillant, est-ce qu'il est possible de le remplacer? Donc, si on peut avoir une courte réponse, et de toute manière, on réintégrera cette question-là qui effectivement est pertinente dans la note si ce n'est pas déjà fait. Mm. Alors, Merci. je vais y répondre rapidement. Du coup, concernant la défaillance d'un des membres, en fait, c'est la convention de partenaire qui va définir la manière dont les corrections financières vont être imputées à tout le monde. Du coup, il y a deux possibilités qui ont été présentées dans le guide de gestion. Donc, nous avions une option solidaire. Donc, en fait, la correction financière elle va être appliquée selon une clé de répartition à l'ensemble des partenaires, ou une option un peu plus individualiste où en fait chaque partenaire va être redevable à hauteur des dépenses et des ressources effectivement engagées. Donc c'est vraiment aux partenaires, et c'est pour ça que je disais que la convention de partenariat est vraiment importante, c'est les partenaires qui vont décider ensemble euh, de la manière dont ils répondent à des défaillances sur un projet. Et concernant la deuxième question, évidemment, on peut retirer et même ajouter un nouveau membre au consortium. Il faudra faire juste un avenant à la convention de partenariat et du coup, en conséquent, un avenant à la convention d'attribution du FSE. Mais c'est tout à fait possible. Merci, Mehdi. Caroline, est-ce que vous avez une réaction, un élément? Nous n'avons pas fait de contresens, nous avons bien rapporté les enjeux.
Oui, Tout à fait, c'est très intéressant d'entendre ces présentations et notamment cet retour d'expérience. On sait que c'était attendu, on a beaucoup négocié avec la Commission européenne et voilà, portez votre voix que vous avez aussi bien porté à votre niveau, je le dis aussi. Donc on espère que ça pourra aider à permettre justement le financement d'actions portées par des associations qui jusqu'à présent n'avaient pas accès au FSE. Donc voilà, on vous fera un retour, enfin, notamment auprès du groupe de travail. Enfin, nous, on suit cette mise en place qui, comme vous l'indiquez, pour l'instant, il n'y a pas encore de convention, mais voilà, on continue à suivre ça pour pouvoir faire des retours à l'avenir sur ce dispositif. et dans le cadre des Un webinaires sujet. un peu techniques qu'on fera ensuite, on ira plus en détail. Là, l'objectif, c'était plutôt de présenter les éléments de manière large et d'y revenir plus en détail dans le cadre de concrètement, si on monte un projet, comment les choses peuvent se faire. Eric, vraiment, Oui, je suis non, désolée, je suis on là. peut quand même dire. On peut quand même dire qu'il n'y a pas de caractère obligatoire. C'est le service gestionnaire qui décide de la possibilité ouverte ou pas de consortium. C'est vrai que nous, auprès de la DGEFP, on incite à ce que les appels à projets ouvrent cette possibilité juridique-là, mais il n'y a pas d'obligation et c'est, je dirais, à la discrétion des services. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous clôturons cette partie bilan de la programmation. Et là, en fait, sur le prochain cadre financier de l'Union européenne, on va essayer de se décentrer un peu de la question stricto sensu du FSE+, en élargissant au financement structurel, même si vous le voyez, on a, compte tenu de la mobilisation des acteurs, on a un prisme sur le FSE+, mais là, comme on est sur vraiment des enjeux sur la programmation de manière plus globale. On a mis les choses sous ce prisme-là. Je vais essayer d'aller un peu vite pour laisser la parole à Jessica, notre chargée de plaidoyer, qui va nous donner des éléments sur les enjeux aujourd'hui sur cette question pour pouvoir ensuite vous présenter l'appel à mobilisation sur lequel on souhaite vous associer. Merci beaucoup Marion. Donc, comme ça vient d'être dit, moi je vais plutôt me concentrer sur l'avenir pour les prochaines minutes. On voulait d'abord peut-être revenir sur ce qu'est le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Donc, pour rappel, c'est un document financier qui vient fixer le montant maximum que l'Union européenne va pouvoir dépenser chaque année. Et du coup, sur une période de 7 ans, c'est 5 ans minimum selon le TFE, mais là, donc, on est sur des périodes de 7 ans. Et ça vient également fixer les principales politiques sectorielles et thématiques sur lesquelles l'Union européenne va pouvoir investir sur les 7 prochaines années. Donc le CFP de l'Union européenne, il se compose de trois paquets, qui est tout d'abord un acte juridique réglementaire qui vient fixer le montant de l'Union européenne, une décision qui fixe les ressources et recettes de l'Union européenne, et enfin des actes législatifs qui sont thématiques et qui sont donc des actes juridiques sectoriels. Donc, je sais pas, par exemple sur les questions de l'environnement, de l'économie, etc. Peut-être sur le processus d'adoption du CFP très rapidement. Donc, la Commission européenne va proposer très prochainement, j'y reviendrai, une première proposition de cadre financier pluriannuel sur lesquels vont pouvoir échanger le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'Union européenne. À savoir que pour son adoption, l'unanimité du Conseil est requise et que le Parlement européen doit approuver ce cadre financier pluriannuel à la majorité. Euh, Peut-être juste sur le... Non, pour aller vite, je vais passer ça. Je vais de suite enchaîner du coup sur l'état des discussions autour du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Donc dès la fin 2024 et début 2025, ont débuté les premiers débats et les premiers échanges budgétaires au niveau européen sur le post-2027. Et donc, on a plusieurs documents clés qui ont été publiés et qui montrent d'ores et déjà des grandes orientations, des pistes de modification et aussi les prochaines priorités de ce prochain cadre financier pluriannuel du point de vue des institutions européennes. Donc là, on va
commencer par faire un focus sur la communication de la Commission européenne du 11 février 2025, qui s'intitule La voie vers le prochain cadre financier pluriannuel. Donc, cette communication de la Commission, elle a posé un certain nombre de priorités. Je vais revenir très rapidement dessus. Donc, on a, à titre d'exemple, la compétitivité, les menaces extérieures, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, les questions de sécurité alimentaire, de protection de la nature et de gestion des catastrophes climatiques, environnementales et surtout leurs conséquences socio-économiques. Dans ces priorités-là, on a également eu aussi des questions d'élargissement de l'Union européenne et, comme on peut s'en douter, les questions de défis migratoires. Face à ces défis, la Commission, elle a annoncé certains impératifs pour ce budget de l'Union européenne, avec un budget qui doit être plus ciblé, c'est-à-dire qu'il doit être mieux aligné avec les priorités et les objectifs politiques de l'Union européenne. Il doit être également simplifié, vu que la Commission reconnaît dans cette communication des difficultés d'accès au financement de l'Union européenne pour les bénéficiaires. C'est un sujet sur lequel on est très mobilisé au sein du groupe de travail du mouvement associatif. La Commission européenne insiste également sur un budget qui doit être à plus forte incidence avec un revirement peut-être sur des questions de performance et d'indicateurs de performance et on y reviendra par la suite. Et également un budget plus flexible, notamment pour permettre au budget de l'Union européenne de s'adapter et d'être plus flexible pour réagir aux crises, qu'elles soient géopolitiques, économiques ou sanitaires, qu'on a pu le voir. Donc sur le financement de ce budget de l'Union européenne, la Commission a réaffirmé la nécessité d'avoir de nouvelles ressources propres pour compenser d'une part le remboursement du plan de relance de l'Union européenne qui a eu lieu suite à la crise sanitaire et également pour pouvoir répondre aux enjeux et aux objectifs de l'Union européenne qui sont assez ambitieux. Elle a présenté donc une nouvelle architecture budgétaire autour de trois pôles, trois piliers, un plan national pour chaque pays, donc qui serait un peu une refonte des programmes qu'on connaît aujourd'hui sous forme de plans nationaux et qui permettrait à chaque État membre de définir des montants alloués sur ces programmes. Et ces plans nationaux, ils seraient axés notamment sur la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. Un deuxième pôle qui va être une deuxième enveloppe qui serait un fonds sur la compétitivité et qui fusionnerait plusieurs instruments financiers comme Horizon Europe, InvestEU et d'autres mécanismes de ce type-là, et qui serait axé donc sur la recherche, l'innovation, euh, et voilà. Et aussi une troisième enveloppe qui serait plus axée sur le financement de l'action extérieure de l'Union européenne et qui donc présage d'ores et déjà une nouvelle politique étrangère. Donc le lendemain de cette communication, la Commission européenne a lancé une grande consultation publique avec 6 consultations thématiques ou 7, je sais plus, qui s'est clôturée le 6 mai et au travers duquel les États, les autorités régionales, les organisations de la société civile et les citoyens ont été appelés à se positionner. Donc juste pour information, le mouvement associatif, au travers de son groupe de travail, a déposé une contribution sur l'une de ces thématiques. Donc voilà un peu pour le grand, une première image de ce que la Commission a déjà proposé. Et on voulait peut-être aussi revenir sur les propositions des autorités françaises en réponse à ce premier document. À savoir que ça a été publié du coup le 4 mars 2025. La France est plutôt accordée sur les priorités qu'a présentées la Commission, notamment en termes de prospérité, autour des notions de compétitivité, de souveraineté. Euh, et elle a souligné aussi la nécessité de renforcer la politique de cohésion, mais sous un angle qui reste celui de la compétitivité et de la politique industrielle. Euh, donc voilà, et elle a également souligné les enjeux de sécurité qu'avait mis en avant la Commission. Cependant, la France s'est quelque peu opposée à certaines des propositions de la Commission en présentant quelques points de vigilance sur la nouvelle architecture du prochain cadre financier pluriannuel, notamment sur la question des plans nationaux que j'ai évoqués plus tôt,
Elle a alerté la Commission notamment sur les questions de gouvernance, du rôle des États et de la manière dont cette nouvelle architecture pourrait être acceptée ou reçue par les acteurs qui sont concernés, et notamment par les collectivités territoriales. Et la France est également opposée à joindre la PAC dans ses plans nationaux. Et s'agissant aussi de l'éventualité d'une question du déploiement des fonds sur les questions de performance, dans le cadre des plans nationaux, la France a estimé que c'était une idée qui pouvait être intéressante. Cependant, il faut, selon elle, que ça ne vienne pas alourdir encore une fois des charges administratives qui sont, comme on l'a évoqué précédemment, très importantes. Euh, voilà pour la position de la France. Et enfin, encore rapidement, sur la position du Parlement européen qui a adopté le 7 mai en séance plénière une résolution concernant les priorités et la structure du prochain cadre financier pluriannuel. Là aussi, le Parlement s'est trouvé en accord avec la Commission sur un certain nombre de priorités, notamment sur, encore une fois, les questions de compétitivité et de sécurité. Elle a également appuyé la question de la simplification de l'accès au financement européen et une plus grande flexibilité budgétaire et la nécessité également de trouver et de créer de nouvelles ressources propres pour le budget de l'Union européenne. Là aussi, le Parlement s'est opposé à certaines propositions de la Commission, avec notamment, elle s'est opposée dans sa résolution à la création de méga-fonds qui fusionneraient plusieurs programmes, donc comme ceux que j'ai pu vous présenter plus tôt sur le Fonds pour la compétitivité. Et elle a aussi alerté sur la Commission sur le fait que les questions de sécurité et de tensions géopolitiques ne doivent pas compromettre les dépenses sociales et notamment le budget de la politique de cohésion. Donc voilà un peu où on en est des premiers éléments qui se dessinent pour l'avenir de ce cadre financier pluriannuel. On est donc aujourd'hui à 2 ans de la fin de la programmation, sans compter les retards qu'on a évoqués plus tôt. Et on observe que les échanges sont déjà bien entamés entre les différentes institutions et les différents États membres. Comme je le disais plus tôt, on attend de pied ferme la publication par la Commission européenne mi-juillet de cette première version du cadre financier pluriannuel, du cadre financier pluriannuel qui marquera un tournant dans les débats et dans les discussions budgétaires. Merci Jessica je crois que tu as laissé ton micro. C'est ça. Du coup, j'ai de l'écho. On est les unes à côté les uns à côté des autres. C'est pour ça. On fait des jeux de micro. Merci pour cette présentation qui est un peu une gageure à 1 heure et demie du webinaire. On a perdu quelques personnes, mais je pense que vous continuez à suivre. Vous voyez aussi la complexité que revêt le suivi de ces fonds, puisque effectivement, on est dans des phases qui sont à la fois une analyse à mi-parcours, donc le temps des acteurs, mais on est aussi sur le temps politique de la suite, ce qui nécessite une agilité intellectuelle un peu forte, puisque il faut combiner ces pas de temps un peu différents. On vous transmettra les éléments d'analyse de manière plus détaillée que vient de vous présenter Jessica, mais ça nous semblait intéressant de poser ces choses-là pour avoir un état des discussions et on va venir à notre sollicitation. Le but, c'est de pouvoir, dans cette phase-là, pouvoir démontrer collectivement qu'on souhaite un maintien à la bonne hauteur de cette politique de cohésion et donc de montrer notre mobilisation collective au niveau français. Ça me permet d'accueillir Stéphane Montouzé, qui est vice-président en charge des questions européennes et internationales au sein de ESS France, ESS France dont le mouvement associatif est membre et sur lequel il y a des discussions assez régulières sur ces enjeux européens qui nécessitent toute notre force collective pour arriver à peser. Donc, je le remercie beaucoup de sa présence.
On vous présentera dans la suite l'appel à mobilisation qu'on vous propose de signer conjointement et de diffuser pour justement porter la voix de la société civile et des acteurs de l'ESS sur ce sujet-là, sachant que les choses s'animent sur ces aspects aujourd'hui et que on pense que c'était utile, en tout cas, de nous réunir pour être au rendez-vous. Avant de vous présenter ces éléments-là, je vais laisser tout de suite la parole à Stéphane pour qu'il nous dise un petit peu la lecture au niveau de SS France de ces enjeux au regard de ce que vient de présenter Jessica et ensuite je reprendrai la balle. Merci. D'accord, merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour des raisons d'agenda de ne pas avoir pu être présent dès le début du webinaire, mais pour le coup, c'est avec plaisir que on se joint bien évidemment à la démarche et alors que l'on comporte effectivement, mais quand même pour rendre en toute transparence, rendre à César ce qui est à César, comme on dit. L'initiative quand même revient au mouvement associatif et je tiens à le souligner. C'est important pour nous, ESS France, que les réseaux mobilisent et travaille à nos côtés aussi, et aux côtés de ce que nous essayons de faire en tant que tête des réseaux, si je peux le dire, si je peux le dire comme ça. Nous avons au sein de SS France des ponts que nous tissons, bien sûr, avec l'ensemble de nos collègues et partenaires organisations européennes, notamment celles qui sont fédérées au sein de Social Economy Europe. Bien sûr, un travail avec les institutions européennes. Et puis, au sein de SS France, tu le disais Marion, le mouvement associatif en fait partie, une mobilisation de l'ensemble de nos membres sur ces questions-là. Alors, sur la question du prochain cadre pluriannuel de financement, bon, beaucoup de choses ont été dites par Jessica. Je vais peut-être pour certains en faire doublon, mais pour nous, le sujet, et je pense que vous l'avez compris dans la présentation qui a été faite, parce qu'elle va dans ce sens-là, est éminemment politique, bien évidemment, parce que ça touche deux choses essentielles. Bien sûr, l'avenir de nos organisations, qui sont déjà en difficulté, hein, je crois que c'est important de le souligner, et la façon dont va se dérouler le prochain cadre pluriannuel de financement est un élément soit de stabilité, soit peut-être d'inquiétude complémentaire, mais surtout, c'est la politique de cohésion sociale, les orientations de la politique européenne qui sont en question et sur lesquelles nous, organisations, représentation de la société civile organisée, nous ne pouvons pas être, bien sûr, neutres quant à la façon dont ça va s'organiser. Alors, un certain nombre de choses ont été dites et qui laissent transparaître un petit peu d'inquiétude que nous avons relié, nous, au sein de SS France, et que nous partageons dans cet appel à mobilisation co-porté, qui est que les moyens apportés à l'ESS, aux questions associatives, aux politiques de justice sociale, si je peux le dire de façon globale comme ça, soient non seulement pas réduits, mais augmentés. Notre position est très claire. Si nous devons avoir une Europe qui s'engage dans d'autres orientations liées à un contexte géopolitique qui malheureusement s'impose à nous, ça ne pourra pas se faire sans cohésion sociale, sans justice sociale et sans que les citoyens, les citoyennes européennes et les organisations que nous représentons aient les moyens de maintenir cette cohésion sociale de façon importante. Et pour le coup, le cadre pluriannuel de financement est important de ce point de vue-là. Effectivement, la création d'un macro-fonds ne serait pas une bonne nouvelle parce que nous soutenons la proximité nécessaire de la gestion de ces fonds-là. On a vu au travers des questionnaires lancés par la Commission européenne les risques d'incisive du secteur privé sur un certain nombre de financements qui permettraient à la Commission de ne plus porter un certain nombre d'orientations, mais de venir peut-être les déléguer ou travailler avec le secteur privé, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle, bien évidemment, pour nous derrière. Et puis, bien sûr, la question de la sécurisation, on va en reparler après dans l'appel à la promulgation, mais la question de la sécurisation des porteurs de projets est quelque chose d'important pour nous. Voilà. Donc c'était essentiel pour nous de venir s'associer à ce temps-là, de venir s'associer à cet appel à mobilisation. Je crois que la remontée est absolument nécessaire par l'ensemble des organisations et que pas seulement par les têtes de réseau. Et c'est à ce titre-là que CES France est présent avec plaisir aux côtés du mouvement associatif sur cet appel à mobilisation. Donc je vous en refais un remerciement. Merci beaucoup. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade avant que je lance la séquence finale. Il y a une question sur le fait d'avoir une deuxième phase de consultation après la publication du cadre financier pluriannuel. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième consultation organisée? Je n'ai pas la réponse à la question. J'imagine que peut-être.
mais je ne sais Alors, pas. c'est effectivement entre bruit et rumeur, je ne sais pas comment le qualifier, mais effectivement, je n'ai pas, moi, dans tous les cas, de confirmation de rien de certain. Dans tous les cas, ça interroge sur le processus malgré tout. Si c'est une façon d'affiner, pourquoi pas. Si c'est une concertation, alors qu'un certain nombre de choses ont été réglées par ailleurs, on est prudent par rapport à ça. Mais bon, même si trop de concertation ne nuit jamais, mais voilà. Mais dans tous les cas, pas de confirmation de notre côté de ce point de vue-là. Donc, dans le doute, on propose un appel à mobilisation. Ah, Si je, Caroline. pardon, si je peux me permettre, je crois que ça n'avait pas été le cas sur la programmation actuelle. Je crois qu'il y avait eu une consultation en amont de la publication des règlements, mais qu'il n'y en a pas eu après les premières propositions et que le temps était dédié à la négociation tripartite entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Très bien. Euh, donc, d'autant, Là, ça renforce cette idée-là de se dire que une mobilisation de la société civile est nécessaire dans cette phase-là, même si, comme on l'a dit, les temporalités sont un peu complexes, avec trois éléments qu'on voulait aborder, qui ont déjà été abordés en filigrane. Je vais le faire un peu en synthèse. Le but, c'est de garantir un budget à la hauteur des ambitions de la politique de cohésion. On le sait, hein, on est dans un contexte, et c'est repris dans le document qu'on va vous transmettre. On sait bien sûr qu'il y a des enjeux sécuritaires importants en Europe, qu'il y a des enjeux en termes de défense, c'est un fait, mais qui ne peuvent pas se faire au détriment des investissements sociaux qui sont garants en fait de nos cohésions nationales européennes. Donc ça, c'est le premier élément qu'on souhaiterait porter avec vous. Le second qui est de réaffirmer les priorités, les grands défis de la politique de cohésion, mais aussi le fait de rester dans une logique de gestion de proximité de ces fonds. Jessica a parlé des plans nationaux qui seraient mis en place. À notre sens, quand on met en place une politique de cohésion sociale et territoriale, il faut pouvoir agir dans une logique de proximité. Et on a parlé aussi de la question de la simplification, qui est un sujet assez récurrent sur les questions de fonds européens. On a beaucoup de discussions pour aussi faciliter l'accès des associations à ce sujet-là. Et les orientations qui sont prises aujourd'hui, euh, qui sont plutôt sur ces plans nationaux qui seraient adossés à l'établissement de mesures de la performance nationale et des indicateurs macro pour savoir quels effets les projets et les soutiens financiers ont sur la politique publique d'un État, ça nous semble un peu inquiétant et pas forcément aller sur la trajectoire de simplification qu'on appelait de nos voeux. Je vais passer à la slide suivante où vous avez le QR code de l'appel à mobilisation que je vous remets aussi dans le document. Donc, vous avez une version courte de cet appel à mobilisation avec des éléments saillants sur les différents éléments que je viens de citer. Vous avez aussi un lien avec l'appel à mobilisation un peu plus long et détaillé. Et si j'en arrive au moment concret, là, c'est le moment où il faut rester concentré, alors que vous avez eu 1h43 de fonds structurels, mais je vais donner quelques éléments. On vous enverra un mail pour vous dire tout ça. Mais le but, c'est que vous lisiez ces éléments tranquillement, vous-même, que vous les partagiez au sein de votre organisation pour voir si vous partagez ces éléments avec nous, sachant que je le rappelle, on est vraiment dans une phase où si on s'est associé aussi avec SOS France sur cet appel à mobilisation, c'est pour peser au niveau français et pour aussi être dans la ligne de mobilisation qui ont été faites au niveau européen sur ces sujets-là, notamment Stéphane l'a cité, Social Economy Europe, qui est une structure européenne, pousse aussi un peu ces éléments. Donc le but, c'est d'être un maximum à pousser dans le même sens et à signer cet appel à mobilisation. Donc, revenez vers vos gouvernances, le but étant ensuite de recueillir un maximum de signatures. Donc, vous avez sur le document
le Google Form, le nom, le prénom, et puis le fait que vous signez au nom de votre organisation de manière incontestable. Donc, ça a été discuté au niveau de votre gouvernance. Le but étant d'atterrir sur des signatures d'ici au 3 juillet prochain. Et ensuite, nous allons transmettre cet appel à mobilisation au niveau européen. Donc, pour l'instant, on a identifié euh, la DG Emploi et le commissaire à la politique de cohésion. Assez logique, vu le sujet. Et au niveau français, le SGAE, la DGEFP. Bon, elle est déjà un petit peu au courant, de fait, puisqu'elle est présente. L'ANCT. Et je crois que c'est déjà pas mal. Mais le but étant d'informer et de garantir vraiment ce niveau budgétaire avant tout. Enfin, c'est vraiment le coin à avoir et de garder en tout cas des équilibres qui soient nécessaires pour la prochaine programmation. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Stéphane, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, à ce stade. Non, non, à ce stade-là, réinsister sur la mobilisation, je crois que c'est essentiel. Donc, on essaie de le faire à toutes les échelles verticales entre la France, l'Europe et nos partenaires européens. Je crois que c'est important qu'à l'échelle européenne, à l'échelle française, et après on verra les autres pays comment ça s'organise, mais qu'il y ait cette mobilisation-là. Donc, nous pouvons bien évidemment que encourager toutes et tous, vous encourager à répondre à cet appel à mobilisation. Je crois que c'est ça qui est essentiel, de montrer que nous sommes capables de faire mouvement et réseau pour peser dans les débats. Et puis c'est ça qui fait aussi une logique démocratique dans toute consultation. Donc il faut que l'on s'en saisisse pour le coup et que l'on ne reste pas à côté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions? C'est le moment où le webinaire est un petit peu, comment dire, un petit peu difficile et délicat à porter au fait d'être dans une salle et de sentir la salle. Autrement, nous avons repris de l'avance sur notre retard, mais n'hésitez pas sur les derniers temps si vous avez des questions qui vous viennent. Nous, en tout cas, dans la suite de ce webinaire, pour vous laisser le temps de réfléchir sur les dernières minutes, on va vous envoyer un mailing avec l'ensemble des éléments à la fois sur le bilan qu'on vous a présenté tout à l'heure, l'enregistrement, le support qui a été réalisé. Et puis sur cette partie euh, à venir de la politique de cohésion, les éléments d'analyse et aussi cet appel à mobilisation qu'on publiera aussi sur LinkedIn. En termes d'appel à mobilisation pour aller au-delà des participantes et des participants aujourd'hui. Donc, je vous invite aussi à relayer cet appel à mobilisation pour qu'on puisse être le plus de signataires possible et pouvoir peser sur les éléments. Voilà. S'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va reprendre de l'avant sur notre retard. Il y en a peut-être une. Non, tout le monde nous dit merci, mais ce qui est déjà quelque chose de très positif. Euh, c'était un exercice un peu compliqué de faire le bilan et la perspective. On sait que ça a été un peu consistant. Mais avec un peu de recul et les éléments qu'on va pouvoir vous envoyer, vous pourrez en, en prendre connaissance. Et n'hésitez pas, vraiment, j'insiste à vous inscrire sur notre newsletter. C'est pas juste parce qu'on va avoir plus d'inscrits, mais il va y avoir pas mal d'éléments qui vont venir sur différents aspects ces prochains mois. Donc, si vous voulez suivre ces éléments, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je crois que il n'y a pas de frustration. Euh, il me reste à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants et des intervenantes pour cet exercice matinal et de vous dire à bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez si vous avez des questionnements complémentaires ou des choses qui vous viennent. Bonne journée à toutes et tous.